Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale, la chaîne qui vous forme, la chaîne qui vous informe, la chaîne qui vous donne toutes les informations sur la marche de la République démocratique du Congo et dans ce qui se passe dans toutes ces 26 provinces, parce que nous sommes Congo 26. Mesdames et messieurs, Congo 26, ce soir nous sommes sur le grand plateau. Et aujourd'hui, nous allons aborder des questions de fond. Nous allons aborder une question existentielle même, on va dire, une question qui divise l'opinion aujourd'hui. S'agit-il de la question du changement ou de la révision de la Constitution? Mais ce jour, mesdames et messieurs, cette question, nous n'allons pas l'aborder comme tout le monde, puisqu'il se fait constater que de nos jours, les gens restent dans l'émotion sur la question du changement de la Constitution. Vous les voyez qui soutiennent mordicus le changement de la Constitution, sans vous dire exactement qu'est-ce qu'ils souhaitent changer. Vous en avez qui vous chantent la révision constitutionnelle, mais sans vous dire avec clarté ce qu'ils veulent réviser. Mais de la même manière, vous en voyez qui s'opposent mordicus, qui s'opposent dur comme fer au changement ou à la révision de la Constitution, mais sans évoquer les questions des fonds qui motivent leur non, qui motivent leur protestation, qui motivent leur résistance. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur le grand plateau de Congo 26, je reçois pour vous une personnalité qui est choisie pour la circonstance sur base d'abord de ses connaissances, de son expertise, mais surtout de sa pointe intellectuelle. Je reçois pour vous, mesdames et messieurs, Norbert Yamba Yamba, un intellectuel congolais reconnu, écrivain, et a publié plusieurs ouvrages. On parle de près de 15 ouvrages sur des questions variées qui touchent à la nation congolaise, notamment dans le domaine de la décentralisation, domaine de son expertise, plusieurs articles, une trentaine pratiquement, et Norbert Yamba Yamba, il faut le dire, il est aussi acteur politique. Norbert Yamba Yamba, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous sentez sur le plateau de Congo 26 Télévision? C'est un réel plaisir parce que Congo 26 est en train de prendre de l'ascenseur. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas intervenir dans cette télévision qui est devenue pratiquement l'objet, presque ma nourriture de chaque jour, etc. J'ai dit, ben écoute, je vais tenter de participer pour apporter un peu ma contribution par rapport aux différentes questions questionnantes qui se posent dans notre pays. Et très heureux d'être ici. Et très heureux parce qu'effectivement, avec vous, nous allons poser des questions de fond qui permettent de clarifier un certain nombre de choses qui restent encore un peu plus obscures dans les chefs de beaucoup de Congolais. Très bien. Norbert Yamba Yamba, c'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau, dans le cadre du grand plateau, et je suis heureux que vous soyez là. Aujourd'hui, vous n'avez pas hésité à répondre à notre invitation de la grande chaîne Congo 26. D'entrée des jeux, Norbert Yamba Yamba, vous le savez, depuis un temps, la question sur le changement ou la révision de la Constitution divise ou enflamme carrément la RDC. Pour vous, aujourd'hui, Norbert Yamba Yamba, est-ce que les bonnes questions sont posées ou on est encore dans l'émotion? Je suis quelque peu gêné, Monsieur le directeur général, de parler d'une question qui est devenue très populaire, au-delà de mode de vie, avec une littérature abondante, des personnalités parfois clivantes, qui posent des problèmes, mais n'apportent pas véritablement de voie de sortie. Et ils aggravent la situation déjà précaire. Je ne sais pas. Est-ce que faut-il vous dire que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, mais il faut la réflexion. Parce que je sais que la réflexion a quelque peu quitté le terrain de prédilection pour aller sur la rive. Et donc, on n'a peut-être pas l'occasion d'écouter les uns les autres qui nous permettent de consolider une conviction. Et c'est là pour répondre à votre question qu'il n'y a pas encore de questions de fond.
Oui. Il n'y a pas encore de question de fond. Vous savez, cher Oscar, Oui. se trouvant en France, j'étais à Paris à l'époque, le président de la République, à la question qui lui était posée sur le retard du gouvernement, il a dit qu'il y avait trop de procédures pour arriver véritablement à finaliser le processus. Et cela retarde pas mal de choses. Il aurait souhaité à l'époque que ce serait nécessaire qu'on regarde un peu cette constitution et qu'on voit un peu comment on peut faire des adaptations qui permettent à ce que les différentes décisions se prennent à temps record. Très bien. Et vous avez suivi, il n'y a pas longtemps, dans la conférence de presse du président de la République, il a dit certainement qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent, qui parlent, mais la question de fond, c'est de se dire, est-ce que ne pouvons-nous pas réfléchir pour l'avenir des générations futures? Ouais. Ça s'appelle la solidarité intergénérationnelle. Et donc, à ces différentes rencontres, je me suis dit, mais quand j'écoute les uns et les autres, je ne trouve pas véritablement l'approfondissement des questions qui nous permettent d'avoir la torche qui éclaire l'avenir. Raison pour laquelle je me suis dit, bon, faisons cet exercice. Voilà, donc vous êtes d'accord avec moi qu'on est quand même un tout petit peu dans l'émotion, de part et d'autre, entre les pros et les anti-changements ou les anti-révisions. Mais sur la classe politique, il y a notamment l'UDPS. Je sais que vous n'êtes pas ici, je le précise, pour parler de l'UDPS nécessairement. Je vous ai invité en tant qu'intellectuel, en tant que scientifique. Mais l'UDPS, le parti présidentiel, parle de changer ou de modifier la Constitution pour l'adapter aux réalités du pays. Soyons concrets. Quelles sont, d'après vous, quelques dispositions constitutionnelles actuelles, par exemple, qui méritent une réflexion, qui méritent d'être retouchées? Cher frère Oscar, ne soyons pas guidés par le chantage émotionnel. Oui. Lorsqu'on regarde la situation à travers le monde, Oui. il est très clair qu'il y a beaucoup de pays qui ont fait des avancées, qui ont progressé. Oui. Ces pays-là ont fini par découvrir leur propre identité, leur propre culture. Oui. Et ils ont pris comme soubassement, comme socle d'action, leur tradition, ce qu'on appelle les héritages traditionnels. Oui. C'est le cas, par exemple, de la Chine. À partir des années de 1929, la révolution paysanne, 1949, la révolution culturelle, où il y a eu connexion entre les institutions de la République et les héritages traditionnels. Moutandisme, même pour l'Inde, pour Malaisie, pour Singapour, etc. Ce sont des pays asiatiques qui sont le modèle référentiel aujourd'hui des pays émergents et qui ont pratiquement pris comme soubassement, comme socle, les racines identitaires. Et ils ont adapté ces racines identitaires par rapport à leur situation. Ça s'appelle le paradigme. Parce qu'en réalité, nous avons toujours été guidés depuis des années, depuis la traite négrière, la colonisation, et aujourd'hui le néocolonialisme, Oui. par une approche hérocentrique. L'approche hérocentrique, ça veut dire considérer l'Occident comme étant l'unité de mesure, comme étant l'idéal civilisationnel. Et donc, tout ce que fait l'Occident, c'est pour nous, n'est-ce pas, à consommer, sans y réfléchir, parce que c'est le modèle référentiel. Et nous avons adopté l'ère droit gréco-romain, l'ère droit romano-germanique, nous avons adopté l'ère façon de parler, leur façon de rire, leur façon de manger, leur façon de s'habiller, etc. Oui. Et pourtant, chaque peuple a sa manière de réfléchir. Alors maintenant, quand vous mettez en place une loi fondamentale qui répond
l'âge culturel de l'autre que vous imitez. Vous aurez beaucoup de court-circuits à l'intérieur de l'exécution de ce que vous voulez prendre dans votre propre pays. Parce que, croyez-moi, lorsqu'on photographie la situation dans nos villages, vous trouvez que les chefs coutumiers n'a pas de militaires, mais il est respecté. Le chef du village, il est respecté. Il peut faire même 80 ans, 90 ans. Personne ne va dire qu'il est dictateur. Et faire autant d'années dans une responsabilité au village, d'après nos coutumes, ce n'est pas la dictature. Le chef du village n'est pas dictateur, mais il fait beaucoup d'années. Ouais. Il s'occupe de sa population. Il fait tout pour que finalement son village puisse avancer. Nous avons oublié toutes ces questions. Nous avons pensé qu'un État comme la France, qui est la démocratie référentielle, un État comme notre colonisateur, la Belgique, compagnie, etc., donc nous aurons fait un bon bondissement. Nous aurons gagné, n'est-ce pas, dans la manière d'être moderne. Et voilà, depuis que nous avons commencé notre démocratie, on nous a demandé les partis politiques, on les a appliqués, on nous a demandé qu'il faut beaucoup d'universitaires, on en a eu. On nous a demandé d'avoir des organes législatifs, exécutifs, compagnie, etc. On en a eu. Ça, c'est la vision occidentale. Et curieusement, ça ne donne pas de résultats. Nous continuons à être dominés, nous continuons à vivre comme des bébés sous biberon. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'à un moment donné, au moment où il y a émergence d'une nouvelle configuration, d'un nouvel ordre international, que nous puissions voir les autres, comment ils se sont comportés, pour que nous puissions aussi déterminer notre pan ontologique, déterminer notre manière de faire les choses. Et c'est là qu'on attend les intellectuels. Il me semble qu'il y a... il n'y a pas beaucoup de scientifiques, il y a des commentateurs scientifiques. Il y a des scientifiques, il y a des constitutionnalistes, par exemple, qui, sur la question du changement de la Constitution, se sont prononcés, notamment ceux qui affirment que la Constitution est vieille de 17 ans, et donc c'est trop vieux pour subsister, il faut nécessairement la changer. Il faut différencier un diplômé et un scientifique. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quelqu'un peut avoir un diplôme, il peut avoir 50 doctorats, mais il n'est pas intellectuel. Il n'est pas scientifique, il ne fait que grimper sur les idées des autres. Et c'est quoi un intellectuel? Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a la capacité de comprendre sa société, de fouiner dans sa société, de rechercher véritablement des solutions pour sa société et de booster sa société pour que ça avance. Il a une offre, il a un projet pour sa société. Et chez nous, Jean-Jacques Rousseau a dit, alors c'est magnifique de citer, Ballandier a dit, écoutez, Montesquieu, voilà, ouais. on est dans cette répétition, on est dans cette récitation, on est dans cette compilation, on grimpe sur les idées des autres. Or, au lieu de photographier notre société pour dire qu'est-ce que nous avons besoin aujourd'hui, nous avons tenté avec l'expérience de ce qui est venu d'ailleurs, l'expérience importée, compagnie, etc. Ça ne doit pas donner de leçons. Ouais. Ça ne doit pas donner une avancée quelconque. Ouais. Alors maintenant, pourquoi nous ne pouvons pas chercher de nouvelles alternatives? Pourquoi devons-nous toujours aller vers Jean-Jacques Rousseau, vers Montesquieu, vers tous ces gens qui ont réfléchi dans un contexte bien déterminé? Et ces débats ne se retrouvent ni à l'université, ni au niveau de la classe politique. Et ça, c'est un danger public. Un danger public. Un danger public. Alors, M. Yamba, là, aujourd'hui, nous sommes en face d'un intellectuel. Je le confirme. Alors, revenons dans les contextes congolais, photographiant notre société. D'après vous, M. Yamba, est-ce qu'il y a, par exemple, une, deux, trois réalités telles que vous dites, ça mérite effectivement, dans notre constitution, qu'on s'arrête et qu'on y réfléchisse, qu'on corrige? Regardez. Ouais. Parce que notre constitution, on peut tout dire, hein, ça peut être élaboré par des Congolais, parce que les débats étrangers, congolais, etc., il faut le laisser. Un Congolais qui a étudié dans le monde, dans les universités occidentales, il est occidental. Ouais. C'est très important. Et donc, ce sont eux qui y ont réfléchi, ce sont eux qui ont produit véritablement cette constitution. Et donc, le débat n'est pas là. Le débat, c'est au niveau du système lui-même. Regardez.
Si nous copions la France... Sur quel aspect? Je m'excuse beaucoup. Le mandat. Oui. La France aujourd'hui a 67 millions d'habitants, toute proportion réservée. Oui. La France a un budget, un produit intérieur brut de l'ordre de 3 000 milliards, avec un budget qui avoisine 400 milliards d'euros. S'il vous plaît, mon frère. Lorsqu'il y a un président français qui est élu, il arrive, il sait que plus de 70% des problèmes sont résolus. Mais ils ont un budget de 400 milliards. Et ils n'ont que 67 millions de personnes. Et les problèmes sont résolus à plus de 75%. Ouais. Ça dit que lorsque vous êtes au Congo, nous avons à peine 90 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Nous avons plus de 100 milliards oui. de francs congolais. Non. Des dollars en termes de produits intérieurs bruts. Nous avons plus de 120 millions d'habitants. La France, c'est 67 millions. Oui, c'est près du double. Voilà. Et lorsque vous regardez les problèmes potentiels de notre pays, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit les infrastructures, que ce soit l'alimentation, le logement, compagnie, etc., c'est à l'état d'animalité zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes élu président de la République, on vous dit non, pour être démocrate, il faut respecter les 5 ans. Comme ça se fait en France, parce que c'est eux le référentiel. C'est ça que dit notre Constitution. Bien entendu. Et c'est là justement l'interrogation. Alors, maintenant, si nous pouvons avoir 5 ans, comme dit notre Constitution, parce que c'est copié, inspiré du modèle mandat à la française, dis-moi, quand vous avez 5 ans, et vous avez un pays sous-continental, il faut faire les états de lieu pour savoir quels sont les problèmes prioritaires, comment on va les agencer, comment mobiliser des ressources, comment restaurer le génie propre et compagnie, etc. Alors, excusez. De proposer un modèle, M. Yamba. De l'autre côté, c'est 5 ans. Nous avons copié, nous avons pris 5 ans. Alors, quel modèle proposeriez-vous? Par exemple, à la Congolaise, tenant compte de nos réalités, combien d'années devrait durer un mandat présidentiel? Je note simplement que les 5 ans, c'est insuffisant. Parce que les 5 ans passent à faire justement les états de lieu. Et quand on aura fini les états de lieu, donc le mandat est terminé, autant que j'y mette, et quelqu'un d'autre va venir, et ça sera la même chose. Et ça, on tombe dans le piège de l'Occident qui ne souhaiterait pas que nous puissions sortir de son geôle. Ça veut dire que nous ne puissions pas sortir de l'emprisonnement. Parce qu'on va toujours dépendre d'eux. Personne, encore que bon, il y a des mécanismes pour robotiser les uns les autres, pour qu'on s'affronte et qu'on retarde véritablement notre détermination. Donc, je ne saurais pas vous dire, parce que ça ne se fait pas de manière hasardeuse. S'il y a quelqu'un qui va sortir pour dire, écoutez, moi je veux 7 ans, je veux 6 ans, je veux 20 ans. Oui, mais M. Yamba peut quand même donner une indication si ça ne dépendait que de lui. Si M. Yamba, je rappelle que vous avez été aussi candidat à la députation nationale, si vous aviez été proclamé élu, je sais pourquoi j'insiste sur la nuance, si vous aviez été proclamé élu, vous siégez au Parlement, et que c'est ce Parlement qui doit réfléchir sur une nouvelle constitution, vous proposeriez combien d'années de mandat pour le président de la République? Quand vous m'avez présenté, vous avez oublié une chose. De dire que je suis un panafricaniste. Panafricaniste. Je crois aux valeurs afrocentriques, aux valeurs africaines. Et j'ai toujours pensé qu'il faut photographier la configuration africaine, comment nous fonctionnons. Et l'unité d'observation, c'est nos villages. Nos villages. Et dans nos villages, lorsqu'on est choisi, désigné, selon la procédure, bien entendu, chef du village, on y reste. On y reste. Et on est soutenu par les notables, compagnies, etc. Vous prôneriez le royaume? Attention, non. La situation que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas compatible avec la situation de nos villages. Parce que nous avons importé la République.
Or, nous avons vécu la royauté. Nous avons eu des empires, nous avons eu des royaumes. Nous avons mis au frigo tout cela. Et nous avons importé la République. Or, lorsque vous êtes même au village, même les élections, le débat qui se fait aujourd'hui, etc., la plupart, en tout cas 90% de notre peuple sont exclus du débat. Oui. Alors, moi je dis, mais parce que nous avons importé la République, pourquoi nos intellectuels, nous avons des politologues, nous avons des juristes, ça ne se fait pas de manière hasardeuse, Oscar. Il ne faudrait pas que je puisse vous dire autant il faut un examen, une réflexion approfondie. Et souvent de cette réflexion, on peut se mettre d'accord. Mais encore qu'il ne faut pas que ça se fasse de manière automatique. Parce qu'en réalité, il faut voir comment nous pouvons monter. Si nous voulons reconfigurer nos villages, nos royautés, parce que nous avons connu la confédération des royautés, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Et donc, ça nécessite un travail intellectuel fou. Ça nécessite un travail de sensibilisation et d'appropriation, etc. Tout cela faisant combine va prendre du temps. Encore qu'il faut commencer quelque part. Parce que si on ne commence pas, on ne commencera jamais. Donc, nous ne devons pas avoir peur d'amorcer ce qu'on peut appeler de grandes réformes. Mais il ne faudrait pas que ces réformes s'arrêtent essentiellement à certaines valeurs. Par exemple, je suis en train de parler de mandat. Ouais. Mais si la réforme s'arrête au mandat, à ce moment-là, on retombe. Naturellement, comme ce que nous sommes en train de reprocher. Ouais. Il faut faire une pierre une fois pour toutes, pour dire, par rapport à notre constitution, par rapport à la restauration de notre paradigme, nous voulons travailler. Et nous voulons travailler pour les générations futures, comme le chef de l'État l'aurait souhaité. Et parce que nous voulons travailler pour les générations futures, faisons le premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Construisons. Et on organise véritablement une rencontre où les gens discutent, mais ça va aller dans une démarche progressive et graduelle. Parce que, croyez-moi, cette question, pour que ça se différencie avec la situation que nous vivons actuellement, ça prend un peu du temps. Et alors maintenant, pour répondre à votre question, combien de temps le mandat? Or, ma réflexion ne se résume pas au mandat, ma réflexion c'est un tout globalisant. Et donc, je dis, dans tous les aspects. Regardez, cher Oscar, nous avons dans notre pays 1450 entités territoriales décentralisées. On en vient, parce que vous êtes effectivement expert en décentralisation. 1450. Et vous avez 26 provinces. Vous avez 145 territoires. Vous avez à peu près 2047 quartiers. Ouais. Vous avez 88 000, non, 8 000 groupements, 88 000 villages. Ouais. À chaque niveau d'atterrissage, vous trouvez des représentations. Mais alors, s'il faut affecter des moyens pour tout ça, surtout que celui qui se dit honorable aujourd'hui, excellence aujourd'hui, la tendance générale, c'est qu'il faut devenir riche. En fait, c'est ça l'expérience que nous avons héritée et compagnie, etc. Et alors, vous avez combien d'argent? Vous aurez 11 000 députés. Donc, du niveau national jusqu'au niveau du député, ce qu'on appelle conseiller de la chefferie ou du secteur. 11 000, en tout cas d'après les projections du général Kaloumé, quand il était ministre, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Voilà. Ouais. Et vous avez plus de 3 000 comment on dit ministres, donc du niveau national jusqu'à l'échevin. Jusqu'à l'échevin. Ouais. Et vous avez plus de 1000 animateurs exécutifs, ce qu'on appelle l'autorité territoriale. Ouais. 1000. Mon cher ami, avec quel argent? Moi, je suis consultant, de temps en temps, je suis à travers le pays, etc. En dehors de moyens qui sont rétrocédés par le gouvernement central, en tout cas sur
les 100% des provinces, 90% des provinces ne font rien, même pas des toilettes. Pour quelle raison? La Constitution les bloque. La mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources. Il y a des ressources à caractère national, rétrocédées en proportion de 40%, mais les provinces également ont la responsabilité de mobiliser des ressources. Et si les provinces n'ont pas de ressources, et en fortiori les villes, en fortiori les communes, les secteurs, les chefferies, etc. C'est tout cela, mais ça donne un volume monétaire qu'il faut tabler aujourd'hui pour dire, mais est-ce qu'il faut continuer naturellement à avoir autant d'entités qui consomment de façon budgétivore le moyen, où on peut faire une restructuration. Or, l'article 220, l'article 220 interdit. C'est une disposition intangible. Oui. On ne peut pas y toucher. Oui. Alors je me dis, des provinces. Dans ces conditions-là, on fait la figuration. Est-ce qu'on est là juste pour dire... On peut noter que vous êtes favorable à la modification de la Constitution pour pouvoir revoir ce nombre de parlementaires ou, je sais pas, des députés à tous les niveaux. Oui, moi je suis d'accord, mais il y a la disposition intangible. Parce qu'on ne peut pas changer le pouvoir des provinces, ni des entités territoriales décentralisées. Et c'est là que le débat devient intéressant. Or, vous dites qu'il faut le changer. J'ai dit il faut un débat. Il faut un débat. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un puisse prendre une décision d'autorité. Ah non. Nous sommes dans une approche participative. C'est notre pays à nous tous. Nous devons discuter, mettre les problèmes sur la table pour dire, parce que les problèmes se posent pour l'instant, nous faisons quoi? Vous voyez, il n'y a pas longtemps, en 2024, j'ai vu les Français en train de discuter autour de Macron pour dire, mais écoute, la démocratie est essoufflée, la démocratie est démodée, complètement dépassée. Nous faisons quoi? On a appelé les meilleurs d'entre eux, etc. On en a discuté. Et la perspective aujourd'hui, c'est d'aller vers la 6e République. Donc, nous ne pouvons pas être figés, nous ne pouvons pas être stationnaires. Nous devons porter des lunettes. Nous devons voyager dans les temps. 50 ans, 100 ans, etc. Et revenir pour dire, écoutez, ce qui s'est passé à 100 ans, écoute, nécessite naturellement que nous puissions faire des réformes. Donc, nous ne pouvons pas être ligotés ni ligaturés pour que nous ne puissions pas véritablement aborder des questions questionnantes, des questions qui appellent d'autres questions et qui peuvent véritablement nous libérer. Alors, à part cette question des provinces, M. Yamba Yamba, quelle autre question, pensez-vous, est pertinente et mérite justement de pouvoir appeler la classe politique et les intellectuels congolais à s'arrêter et réfléchir, n'est-ce pas, à une modification quelconque? L'invention d'un modèle qui est le nôtre, qui est fondamentalement afrocentrique. Ça veut dire photographier les héritages traditionnels, voir comment nos ancêtres ont fonctionné, parce qu'en réalité... Dans l'actuelle constitution, M. Yamba Yamba, est-ce qu'il y a un autre article tel que vous dites, il mérite d'être retouché? Non, il y a plusieurs articles. Regardez la question de la nationalité. Ça, mais c'est permis dans la révision constitutionnelle, qui est une disposition déjà acceptée en termes de révision. Vous voyez, la question... De quelle façon? La question de la nationalité. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut? La loi actuelle prévoit ou stipule que la nationalité congolaise est une et exclusive. D'après vous? Et alors, d'après nous, mais écoute, attention, nous sommes dans un processus de planétarisation. Nous avons besoin que nos compatriotes qui sont à l'étranger, dans la diaspora, etc., qui apportent plus dans la survie de nos concitoyens, compagnies, etc., on puisse être reconnus, parce qu'on connaît dans quelles circonstances on a cherché toutes ces nationalités étrangères. Et donc, moi, je pense que ça ne peut pas empêcher personne de dormir, que de toucher véritablement cette disposition, pour que finalement, nos frères aient... véritablement accès. Le reste, la durée, la répartition des pouvoirs entre le Premier ministre et le Président de la République, etc. Toutes ces questions peuvent faire l'objet de la réflexion. Il n'y a personne qui puisse justement dire qu'il y a une dictée surnaturelle par rapport à ça. Ah non, nous devons réfléchir, et pas seulement les juristes. Les juristes apportent de la bonne musique parce qu'ils ont le langage droit. Mais il faut associer les politologues, les ethnologues,
sociologues, les anthropologues, n'est-ce pas, les différentes disciplines, etc., les communicologues, etc., pour que finalement, regardez dans les différentes facettes, nous puissions monter une architecture institutionnelle qui permette notre pays d'être oxygéné. Ce débat-là n'existe pas. Le débat existe que chacun émet un argument, un argumentaire, soit il est contre, soit il n'est pas contre. Or, ils sont en train d'attiser l'animosité, ils sont en train d'avoir un narratif qui risque de construire des frustrations en incubation, etc., et qui risque de pousser à des explosions. Raison pour laquelle, moi je me dis, le président de la République, qui a déjà bien parlé il n'y a pas longtemps, etc., puisse déjà engager cette discussion de manière que, voilà, on puisse justement avoir des éléments qui permettent à notre pays de respirer. Très bien. Alors, une fois toutes ces questions profondes sont posées, effectivement, puisque vous êtes d'accord que certaines dispositions de notre Constitution doivent être retouchées et le débat doit être de fond pour savoir jusqu'où aller, mais il y a aussi la question de la méthode, Monsieur Yamba Yamba. Alors, comment y parvenir? Est-ce qu'il faut passer par les voies qui se dégagent, et elles sont pratiquement à trois, le référendum, le Congrès au Parlement ou carrément l'Assemblée constituante? D'après vous, comment y parvenir? Bon, écoutez, là, vous êtes dans les solutions possibles. Dans les solutions possibles. Moi, je suis dans une réflexion approfondie pour dépasser ce que nous sommes, quitter un paradigme vers un autre paradigme. Et ça ne peut pas se faire dans une réunion. Ça ne peut pas se faire dans une réunion. Il faut un timing qui correspondrait et qui mériterait la réflexion. C'est très important. Moi, je suis en train... Parce que quelqu'un disait, je crois que mon professeur de l'Université de Laval disait, quand on monte sur une échelle, si on n'arrive pas, eh bien, il faut changer d'échelle. Nous avons utilisé le paradigme n'est-ce pas, hérocentrique, qui est fondamentalement occidental, qui clame qu'il dispose d'un idéal civilisationnel qui n'a jamais réussi à travers le monde. Parce que la loi des deux vérités contraires prouve en suffisance que ce n'est pas la vérité. Mais allons vers notre paradigme. Et ça va nous coller à la peau. Ça va nous coller à la peau, sincèrement, Oscar, si nous n'arrivons pas à inventer un modèle. Nos amis, par exemple, de Burkina Faso, ils ont tenté, n'est-ce pas, première décision, c'est de reconnaître leur tradition. Ils ont fixé une journée essentiellement pour célébrer leur tradition, leur coutume. Voilà. Que certains ont appelé la journée de la sorcellerie. La sorcellerie. Or, la sorcellerie, voilà. L'Occident nous a montré que la sorcellerie, c'est mauvais. Or, et quand ils fabriquent des avions, ils disent c'est la science. Or, la sorcellerie, c'est aussi une science, mais une science occulte que nous avons abandonnée parce qu'effectivement, ils nous ont tendu un piège en nous donnant un surveillant qui est la religion. Donc, nous devons toujours repenser. Cheikh Anta Diop même le disait, il faut qu'à un moment donné qu'on se mette d'accord sur la question politique. Regardez, allons-nous continuer avec la République? Pourquoi le Maroc a un royaume? Pourquoi la Belgique a un royaume? Pourquoi l'Angleterre a un royaume? Alors maintenant, certainement que nous avons plusieurs tribus, nous avons plusieurs ethnies, compagnie, etc. Mais ces ethnies, avant que l'Occident, les Blancs n'arrivent, mais elles ont cohabité. Pourquoi nos anthropologues ne peuvent pas travailler pour que finalement, au regard de cette configuration qui a existé par le passé, etc., qu'on puisse avoir un modus vivendus et une mouture qui nous permettent de configurer ce que nous représentons réellement en termes de valeurs intrinsèques. Oui. Et je termine en disant, on est en train de parler de la Constitution. Mais vous savez que nous avions quand même une Constitution avant que les Blancs n'arrivent. Nous avions une Constitution à l'Empire du Mali, vous savez, avec Soudata Keïta. On a appelé ça la Nkurukumfuga, l'achat des Mandingues. 44 articles. Pourquoi nos juristes, nos anthropologues ne peuvent pas travailler pour ne serait-ce que lire ça? Moi, j'ai la Mahat. La Mahat, il y a 42 lois.
et qui existe, et qui aurait pu véritablement déterminer la configuration de ce qui nous représente la gestion de notre société. Ces questions de fond ne sont pas posées. Et donc, même si aujourd'hui on change la Constitution, et on opte, comme pour l'Angleterre, on opte pour la Belgique, etc. Mais la situation ne va pas changer. Elle ne va pas changer. À ce moment-là, on aura simplement dupliqué les solutions inefficaces, inefficientes, qui ne vont pas véritablement déterminer l'avenir de tout un peuple. Alors, ça veut dire que vous pensez qu'il faut d'abord qu'on se mette autour d'une table, que la classe politique discute avant de passer au changement ou à la révision de la Constitution. Moi, je salue ce qui se fait aujourd'hui dans les universités, même si ça se fait un peu, je ne dirais pas émotionnel, mais bon... Mais ça ne décide pas là-bas. Mais ça ne décide pas. Là, on discute, oui, c'est vrai, mais est-ce que de là sortiront des solutions? Est-ce qu'ils ont le pouvoir pour pouvoir changer quelque chose? Non, mais déjà, cette discussion citoyenne va permettre l'émergence d'une opinion. Et cette opinion doit aider, n'est-ce pas, à être institutionnalisée. Malheureusement, cette opinion, elle fait de surplace. Ça veut dire, en fait, c'est la même opinion changer. Vous savez, le diplômé africain, il a les termes, il a de la bonne musique, mais il fait de surplace. On ne sent pas la capacité de bondir et de rebondir pour présenter des alternatives qui permettent au pays de respirer. On est là, chacun veut bien sa visibilité, mais en termes de plus-value, en termes de valeur ajoutée, par rapport à ce qu'on nous donne comme offre, ça ne représente pas grand-chose. Raison pour laquelle nous croyons que ces discussions doivent être popularisées, même dans les quartiers, parce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Il y a l'opposition avec un groupe de gens, il y a la majorité avec un groupe de gens, et on veut une sorte de confrontation. Ce n'est pas sérieux. Ils endosseront la responsabilité devant l'histoire et les générations futures, parce qu'on n'aura pas fait œuvre utile. Où sont les propositions qui mettent les gens d'accord pour que nous puissions véritablement donner des orientations à notre pays? Oui. Alors, puisque la confrontation, on y est presque déjà, M. Yamba Yamba, puisque vous avez suivi l'opposition politique qui s'oppose farouchement à la révision ou au changement de la Constitution, à créer ce qu'ils appellent le mouvement C64, qui veut justement retourner l'article 64 contre le président de la République, Félix Tshisekedi, et sa majorité, qui serait sous le coup de la haute trahison et que le peuple peut dégager. De l'autre côté, l'UDPS, parti dont vous êtes un des hauts cadres, a créé C4 pour nécessairement pouvoir obtenir le changement de la Constitution. Le piège, M. Yamba Yamba, de part et d'autre, l'opposition accuse le président Tshisekedi de vouloir changer la Constitution pour se pérenniser au pouvoir, pour s'éterniser au pouvoir. Et donc, cela serait une manière d'extorquer la légitimité et de pouvoir prendre le pouvoir, se maintenir par la force, et donc tombe sous le coup de l'article 64. Mais du côté du pouvoir, on accuse aussi l'opposition de vouloir prendre le pouvoir par la force. On est déjà devant une confrontation. Monsieur Yamba Yamba, qui des deux, finalement, a raison? Le père Defour, qui a été mon professeur, nous disait toujours qu'au Congo, il y a trop de pseudo-politiques, de pseudo-chercheurs politisés. Ouais. La confrontation n'est pas toujours négative. Ouais. Parce que la démocratie elle-même, c'est un droit au désaccord, disait Voltaire. C'est donc une gestion de contradictions. Lorsqu'il y a des tendances qui se dessinent, il faut rationaliser, il faut positiver. Et la positivation passe naturellement par des alternatives. L'opposition, ok, n'est pas d'accord. Ouais. Et quelle est son offre? Quelle est sa proposition par rapport à ça? Parce que si le pouvoir propose qu'il faut changer, l'opposition puisse justement on organise un débat, comme nous le faisons, pour dire, nous pensons que... Mais
dans la manière de présenter les choses, c'est comme qui dirait que parce que vous avez proposé, vous avez dit ça, c'est que vous allez faire et nous, on va se dresser contre vous. Mais pour l'opposition, c'est clair, M. Yamba Yamba. L'opposition pense que le président Tshisekedi a été élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, et qu'il est en train de finir son deuxième mandat, qu'il termine, qu'il parte et qu'il passe le flambeau à notre président. Et pas question de changer la constitution. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que quand on passe à l'autre, et nous l'avons démontré, que l'autre va encore faire 5 ans et il va partir et il n'aura pas fait grand-chose. C'est très important. Et c'est là que justement j'exige qu'on puisse faire un débat de fond. Il faut éviter de faire la même chose. Et qu'on le fasse comment, ce débat? C'est ça la question. On le fait où? Dans quel cadre? Mais le président de la République est le garant de la République. Et en tant que tel, il avait déjà proposé qu'il y ait une commission. Et cette commission devra regrouper les différentes tendances à présence, qui discutent sur l'opportunité ou non, véritablement, des grandes réformes. Et qui détermine quelles sont ces réformes. Le président même, lorsqu'il avait parlé, est-ce qu'il a dit que tel article... Non. Mais que l'opposition arrête le chantage émotionnel et récupère véritablement sa responsabilité pour dire oui, vous avez dit ceci, mais nous pensons que cela ne peut pas se faire de cette manière-là. Voilà ce que nous vous proposons. Parce que le grand problème, c'est quoi, Oscar? Demain, il y aura quelqu'un d'autre. Et entre-temps, il y a pas mal de choses qu'il faut changer dans cette constitution. Quand est-ce qu'on va le faire? Parce que celui qui va venir sera aussi contesté pour dire que voilà, parce que vous voulez changer, voilà, nous allons faire un C64, etc. Il faut qu'à un moment donné, qu'on ouvre une fenêtre où les gens discutent pour voir véritablement l'avenir de notre pays. Quelqu'un disait que voilà, nous sommes en train de traverser une transition énergétique, il y a tellement des évolutions planétaires, compagnie, etc., qu'il faut compatibiliser avec une réalité constitutionnelle, etc. Même si il y a des choses qui peuvent être résolues par des lois sectorielles, ça c'est évident. Quand cela ne tienne, eh bien, ce sont des choses qui peuvent faire l'objet de discussions. Pourquoi on ne les ferait pas? Pourquoi on ne le ferait pas? Et que tous ceux qui ont la présomption du savoir, qui aujourd'hui sont dans une littérature ambiante, etc., puissent nous aider. Où sont nos intellectuels? Où sont nos intellectuels? Il est anormal d'avoir des millions de ceux qui sont réputés être intellectuels, mais sur le marché, on ne trouve pas des alternatives. Mais un des vrais problèmes, Yamba Norbert, c'est que l'intellectuel congolais, il est dans les partis politiques et il est avalé dans les partis politiques. La plupart des intellectuels, les vrais dans les partis politiques, n'ont peut-être pas, n'est-ce pas, d'opportunité pour s'exprimer ou carrément ne sont pas écoutés. Mais je vais revenir sur la question. Vous donnez, n'est-ce pas, la situation où on se retrouve dans l'émotion. Du côté de l'opposition, on s'oppose, on l'a dit au début, au changement de la constitution, mais on ne propose pas des choses de façon concrète, mais c'est aussi peut-être, M. Norbert Yamba Yamba, par rapport au triomphalisme qu'il y a du côté de la majorité au pouvoir. L'UDPS, plusieurs cadres et militants de l'UDPS chantent matin, midi, soir, Fachi Aza Namandate, Aza na mission. Ça veut dire que le changement qui est en train d'être préparé, c'est pour nécessairement donner un troisième mandat au président Tshisekedi. Tout à fait normal, quoi de plus normal que de l'autre côté, on vous dise, c'est donc ça qu'il y a derrière le projet de changement de la Constitution. D'autres le disent, on fait même des tournées, Fachi, Tina 3, quelque chose comme ça. Est-ce que dans ces contextes, on peut garantir la confiance des partenaires en face pour qu'on discute sincèrement? Et c'est là justement que je voudrais parler cette fois-là comme IDPS. Oui. J'ai plus de 65 ans aujourd'hui. Oui. J'ai commencé le combat à l'âge de 22 ans. Beaucoup de politiques de notre pays savent qu'on n'est jamais devant les portes des gens. Ouais. Et nous avons considéré l'UDPS comme une secte, une religion. Ouais. Les modèles référentiels, l'unité de mesure. Nous avons la responsabilité de préserver l'image du combat qui a été mené. Et il y a les règles de l'art. Ouais. Et quand vous avez suivi le président de la République, il a insisté sur le fait que
Ne nous fions pas aux déclarations incendiaires des militants. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une question de fond. Qu'est-ce que nous faisons pour être solidaires de manière intergénérationnelle? Et c'est là justement que je capture pour maintenir ma réflexion. Mandat, mission. Attention, si vous avez pris le train en cours de route, il faut savoir vous tranquilliser. Et je demande aux autorités vraiment de lancer un appel pour que le narratif change. Parce qu'il y a même des gens qui disent oui, ou pas, ou ceci, ou cela, etc. Nous n'avons pas. Nous avons fait un combat de la non-violence active. Vous voyez, ce n'est pas pour une imposition, ce n'est pas pour ceci ou cela. Le débat de fond est important. Ouais. La configuration institutionnelle de notre pays reste pendante. Et c'est une nécessité. Le président l'a dit, soyons solidaires aux générations futures. Et pour être solidaire, il faut produire des idées. Il faut produire des alternatives. Il faut dégonfler les tensions. Il faut dédramatiser les relations. Il faut construire la proximité. On en a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, s'il y a des gens qui pensent qu'ils vont faire comme... non, je ne pense pas. Je ne pense pas que... Et puis la classe politique. La classe politique. La classe politique a une responsabilité. Le Congo, notre pays, a une position géostratégique, géopolitique, une grande influence au centre, au cœur de l'Afrique. L'Afrique ne peut pas décoller si le Congo ne décolle pas. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez les différents pays, c'est pas africains, que ce soit à l'Est, à l'Ouest, au Sud, au Nord, etc., on est en train de se battre. Et même le discours de l'homme politique, c'est différent de ce que nous, on entend. Ici, aucun débat sur des questions de fond. Mais comment vous voulez qu'il y ait un débat de fond, monsieur Norbert Yamba-Yamba? Et ça, je paraphrase un leader de l'opposition, le docteur Justin Moudekereza, qui disait que le pouvoir actuel a confisqué la parole au point que toute voix discordante est assimilée à la rébellion. Il suffit que quelqu'un donne un point de vue différent de celui de l'IMT, on dit qu'il est du M23. Non, qui dit ça? Ça, c'est la déclaration du docteur Justin Moudekereza. Et alors, ça l'engage. Et ben, il doit éviter de donner des conclusions non concluantes. Il ne faut pas prendre le risque de faire des généralisations. Vous affirmez que les gens s'expriment librement sous Félix Tshisekedi. Les gens s'expriment librement, seulement il y a parfois certaines personnes zélées qui posent parfois des actes incontrôlés. Et ça, ce sont des choses qui arrivent dans chaque régime, encore que véritablement, on mette en place un système de surveillance mutuelle pour éviter véritablement ces dérapages. Mais dire que c'est une vocation, une vision institutionnelle, de brimer les gens, etc., je ne vois pas le président Tshisekedi se comporter ainsi. Alors, le président Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique connu pour son combat en faveur de la démocratie, son combat, n'est-ce pas, de la liberté, est, n'est-ce pas, l'une des personnalités qui ont toujours affirmé leur caractère démocratique en tant que démocrate. La liberté d'expression, voilà, nous en parlons encore. Ce mercredi, l'opposition a appelé à une ville morte. Monsieur Norbert Yamba-Yamba, pour vous, est-ce que c'est normal, une ville morte? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que l'opposition en a le droit? Et en même temps, je vais comme ça combiner deux questions. Est-ce que vous pensez que le peuple va obtempérer à cet appel? La question que vous posez, qui est celle de fond, c'est la qualité, la nature de ce que nous appelons ville morte, etc. Oui. Est-ce que c'est légal? Comme spécialiste des questions de gouvernance, je sais que la performance institutionnelle est le résultat de la congruence de plusieurs acteurs qui travaillent autour d'une intelligence collective. Et lorsqu'on veut construire une intelligence collective performante, il faut que chacun dise ce que lui pense. Qu'est-ce que vous pensez de la ville morte? Ville morte, par exemple, pétition,
concertation, dialogue, sit-in, ce sont des expressions qui sont reconnues, qui sont pacifiques et qui entrent dans la lignée de la non-violence active, dans un système démocratique. Et donc, la ville morte, elle est considérée comme étant une expression d'un groupe de personnes qui veulent faire valoir naturellement leur position. Là où ce n'est pas bon, c'est que au lieu véritablement de brandir la non-violence comme étant un acte qui permette véritablement à l'autorité de comprendre l'expression d'un groupe bien déterminé, on commence à lancer des menaces. Ne sortez pas. Celui qui va sortir, sa voiture sera ceci. Là aussi, la classe politique doit apprendre. Vous ne pouvez pas aller d'irrégularité en irrégularité. Et donc, vous reprochez le pouvoir d'être irrégulier, mais vous posez des actes irréguliers. Alors, on laisse la République à qui? Voilà, donc il y a un effort à faire, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté de la majorité, pour que nous soyons compatibles aux enjeux, à la hauteur de ce que nous représentons en termes de valeurs intrinsèques pour booster notre pays. C'est très important. Pas avec cette mentalité qui frise un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Nous devons sortir, n'est-ce pas, des géoles, de la prison, pour acquérir d'autres habitudes, d'autres attitudes, d'autres comportements qui permettent d'être reconnus comme civilisés avec un débat d'échange, etc. Parce que, disons-nous, lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Exact. Il y a même prolifération de milieux criminogènes. C'est très important, ça c'est le professeur Kaoumou qui le disait, qui est prééminent. Donc moi je dis que c'est pas une épreuve de force, c'est une logomachie, la dispute sur les mots vides d'idées. Et donc, si on n'arrive pas à compatibiliser cet état d'esprit par rapport à la vocation stratégique de notre pays, à ce moment-là, nous allons regretter et les générations futures pourront dire qu'en tout cas, il n'a pas existé une classe politique, n'est-ce pas, à un certain moment de l'histoire. Alors, on va vers la fin de l'émission, mais on reste sur la question de la ville morte en une minute. Vous avez combattu aux côtés d'Étienne Tshisekedi et d'autres pères fondateurs de l'UDPS. Il y eut un temps où il suffisait que l'UDPS dise « ville morte tel jour », le peuple suivait. Est-ce que dans le contexte actuel, photographiant une fois de plus la société congolaise, est-ce que vous pensez que l'opposition actuelle est écoutée et que son mot d'ordre pourrait être observé? Vous savez que l'ambiance et l'esthétique démocratique exigent naturellement que le Congo, notre pays, soit représenté à différents échelons administratifs par à la fois la majorité et l'opposition. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que tous ceux qui pouvaient faire l'opposition sont dans la majorité. Et donc l'opposition actuelle, elle n'est pas très représentative des différentes entités à travers notre pays. Il y a 145 territoires. Nous qui faisons à l'intérieur de temps en temps, on ne trouve pas beaucoup de partis qui véritablement aujourd'hui font des déclarations. Et donc, leurs actes ne sont pas de nature à construire une dynamique nationale. Une dynamique nationale. On ne dira pas que c'est même légitime parce que c'est entendu. Il y a même des gens qui ne comprennent pas ce que c'est une ville morte. Ils n'ont pas beaucoup travaillé. Ils n'ont pas fait de ramifications. Ils ne sont pas allés jusqu'au niveau des villages, etc. Je crois que c'était un défi. Parce que l'UDPS à l'époque était jusqu'au niveau du village. Il y avait des sous-cellules au niveau du village. Il y avait des cellules au niveau du groupement, etc. Et donc, il y a une opinion. Quand on parle de quelque chose, ici à Kinshasa, directement le village est informé. Et donc, l'opposition actuelle, certes, a un défi. Le vrai défi, c'est de lutter pour sa ramification, de manière à construire des équilibres dans la manière de faire les choses. Aujourd'hui, cet équilibre n'existe pas, et donc, les actes ne seront pas légitimes, et parfois non suivis. Voilà. Très bien. Vous le dites de façon
tellement intelligible que... Alors, monsieur Yamba, les Congolais qui vous suivent de façon concrète, ils vous suivent depuis Kabaré au sud Kivu, depuis Lomela dans le Sankourou, ils vous suivent depuis Nsianfumu dans le Congo central. S'ils vous demandez quel comportement doivent-ils adopter par rapport à l'appel de l'opposition demain? Doivent-ils sortir ou rester dans leur maison? Ou plutôt, voilà, rester à la maison? Vous leur parlez à eux à travers ma caméra? Non, je voudrais simplement dire que ville morte, ça fait partie des expressions démocratiques. Mais le grand problème, c'est qu'on n'a pas le même âge culturel. On n'a pas le même âge de compréhension. Il y en a ceux qui dit, ne sortez pas. Il y en a ceux qui disent, ne sortez pas, mais si vous sortez, vous allez nous retrouver. Et ça devient un risque, ça devient une menace. Et c'est un danger public. Alors moi, je suis d'accord avec la vocation, mais je ne suis pas d'accord avec ce qui peut être fait parce que il faut que les choses fonctionnent de manière solide et qu'il y ait la même compréhension dans la manière de faire les choses, etc. Alors s'il y a incompréhension, je crains qu'on fasse des choses, on pose des actes incontrôlés, et les actes incontrôlés vont encore davantage sacrifier tout ce peuple qui ne sait à quel se vouer. Très bien. Monsieur Norbert Yamba, j'ai devant moi un ouvrage, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des recherches sur votre personne et je découvre que vous avez publié plus de 10 ouvrages. L'un des derniers, je m'en suis procuré, il s'intitule « L'école en Afrique, une industrie de production des analphabètes culturels ». Monsieur Yamba, en 2 minutes, si vous pouvez nous résumer ce que vous voulez dire par cette affirmation que l'école en Afrique est une industrie de production des analphabètes culturels. Oui, nous avons cru que l'école pouvait changer notre situation. Et on a accéléré les écoles après l'indépendance. Parce qu'à l'indépendance, on avait 13 universitaires. Ouais. Aujourd'hui, on en a des millions. Quand on produit des agronomes, et on voit finalement que l'affaire augmente. Au même moment qu'on produit les médecins, on a tendance à voir que les maladies augmentent, etc. Donc, cette école-là a produit des hommes et des femmes qui ne sont pas proches de ce que nous avons vécu, parce qu'à l'époque, nos ancêtres ont survécu, ils n'avaient pas des universités, ils n'avaient pas des écoles formelles, mais il y avait des écoles d'initiation dans nos villages et compagnie, etc. Mais ils ont survécu, ils ont gagné les maladies et compagnie. Aujourd'hui, cette école qui n'a produit que des hommes qui sont étrangers dans leur propre terroir, des hommes qui sont analphabètes, abrutis fondationnels, comme disait le professeur Koumadoubé, presse de Bélé-Bélé, etc. Donc, on a des hommes abrutis qui ne connaissent pas leur société. Au fur et à mesure qu'on progresse avec le nombre de diplômes, on s'éloigne de plus en plus de sa société. Ouais. On ne sait même plus comprendre sa société. Vous n'avez qu'à aller à l'université, vous allez trouver un prof qui a été à Berlin, prof qui a été à Sorbonne. Il a tendance à donner des exemples, etc. Mais il vous dira de moins en moins de Lomela, de Kabaré, de Kaziba, de Bafasende et compagnie, etc. C'est ça en fait. Donc, on est des analphabètes culturels. On est des abrutis fondamentaux. Nous n'avons pas de fondation. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui est prof, qui aurait pu être revêtu d'une certaine moralité, d'une certaine éthique, une étiquette, etc. Et donc, ces gens-là ne sont pas utiles parce qu'il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et donc, on est analphabète culturel. Nous devons restaurer notre culture. Nous devons rétablir notre identité. Nous devons tout faire pour que finalement, nous puissions nous associer avec les anciens qui nous montrent les différentes prouesses qu'on doit pouvoir moderniser, qu'on doit pouvoir théoriser pour que finalement nous en faisons un chien de chasse qui nous ramène le gibier. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des analphabètes culturels. Encore que le ministère
de la culture cesse d'être essentiellement pour la musique, etc., pour jouer véritablement le rôle de socle, de soubassement, n'est-ce pas, de levier, de la levure pour faire monter notre société. Ça, on en a besoin. Il me semble qu'aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Encore que lorsqu'on vous parle de réformes au niveau de l'enseignement, on est dans une logique de dire les examens d'État ont été proclamés en juillet. Mais où sont les réformes? Les réformes, ce n'est pas seulement le changement du nombre de classes. Les réformes sont au niveau du contenu. Nous, quand on était encore élèves, nous montrions comment faire le jardin derrière l'école. Mais aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Donc, il y a tout à revisiter. Raison pour laquelle nous avons dit, mais si la Constitution pouvait nous aider, pour que finalement, même la durée du mandat puisse aider celui qui véritablement devra porter le projet à réaliser ces différents secteurs, ces différents compartiments, ça nous ferait énormément plaisir. À ce moment-là, on aurait réalisé quelque chose qui lutterait contre la pauvreté, qui reste véritablement le plus grand défi de notre société. Et en ce moment, l'école en Afrique cesserait d'être une industrie de fabrication des analphabètes culturels. Merci beaucoup. Mobutu disait, c'est une usine de fabrication des chômeurs de luxe. Des chômeurs de luxe. Voilà. Merci beaucoup Norbert Yamba-Yamba. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous espérons vous avoir une prochaine fois pour aborder d'autres questions. Je rappelle que vous êtes un intellectuel bien rompu et que vous ne séchez jamais en termes de réflexion, en termes de cogitation. Norbert Yamba-Yamba, une fois de plus, merci. Merci bien. Et on se retrouve une prochaine fois. Merci à vous tous aussi, mesdames et messieurs, d'avoir suivi le grand plateau de Congo 26 Télévision. C'était un plaisir de vous compter nombreux en train de nous suivre depuis Cotonou au Bénin, tout comme vous nous suivez sur Canal+, depuis la Casamance au Sénégal et même partout en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Restez branchés sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale, votre chaîne. Au revoir.